tâchons d'en finir. Darius a organisé le royaume. Autrefois... Ah, j'ai oublié de mettre le marque-tapage. Alors. Autrefois, la civilisation de Babel et d'Assur avait pu vaincre et transformer, même intérieurement, les sujets soumis par la force. Mais, pardon, comme il n'y avait point de civilisation perse, comme la religion de la lumière, qui était la force propre et le privilège du peuple perse, ne pouvait convertir, il fallait que l'unité et la sécurité du royaume fussent basées sur l'organisation de la puissance qui avait fondé cet empire et qui devait le gouverner. C'était tout à fait l'opposé de ce que nous avons vu se produire dans le monde hellénique. Dans ce dernier, nous trouvons un seul peuple divisé en 1000 petits cercles complètement autonomes, se créant des caractères différents par l'isolement de sa vie et l'inépuisable fécondité de son génie mobile et original. En Perse, au contraire, nous voyons quantité de nations dont la plupart n'ont plus d'existence particulière et n'en sont même plus capables, et qui sont réunies par la force des armes et maintenues dans cet assemblage par la domination rigide et orgueilleuse du peuple perse ayant à sa tête le grand roi, l'homme semblable aux dieux. Cette monarchie qui s'étend depuis la mer hellénique jusqu'à l'Himalaya, depuis le désert d'Afrique jusqu'aux steppes de la mer d'Aral, laisse au peuple leur individualité, leurs coutumes traditionnelles. Elle les protège en ce que demandent leurs droits, est tolérante pour toutes les religions, favorise le commerce et la prospérité des peuples, leur laisse même leur dynastie princière, pourvu qu'elles se soumettent et paient tribut. Mais elle leur impose une unité militaire et administrative solidement établie et dont tous les dépositaires sont choisis dans la nation dominante, celle des Perses et Mèdes. La similitude de religion, la vie rude et austère des champs et des forêts, l'éducation à la cour et sous les yeux du grand roi de la jeunesse noble, appelée au service des armes, et de plus les forces militaires réunies autour du roi et qui se composent des 10 000 immortels, de 2000 soldats armés de lances et de 2000 cavaliers, la multitude des nobles qui, de tous les points de cet immense empire se réunissent dans la capitale et entassent dans le trésor les tributs et les présents qu'ils ont recueillis, la hiérarchie rigoureuse de rang et d'emploi de tous ces nobles réunis à la cour, depuis le plus grand, le plus humble, jusqu'aux commensaux et aux parents du grand roi, tout cet ensemble donne à la capitale du royaume la force et l'éclat nécessaires pour être le centre de l'unité et du pouvoir. Le réseau des grandes routes qu'on trace à travers le royaume, les stations de poste où se trouvent les estafettes toujours prêtes, les fortifications qui protègent les défilés et les frontières, assurent l'union et l'intervention aussi prompte que possible du pouvoir central. Les courriers du grand roi peuvent ainsi porter des dépêches de Suse à Sardes à 350 miles de distance, en moins de 10 jours, et dans chaque province, les forces militaires se tiennent prêtes à accomplir les ordres transmis. Pour l'administration, Darius partage le royaume en 20 satrapies, dont la division n'est fondée ni sur la nationalité, ni sur les raisons historiques. Ce sont des territoires géographiques tels que les fixent les frontières naturelles. Les rapports des indigènes avec l'Empire consistent seulement en ce qu'ils doivent rester dans l'obéissance, payer leurs tributs, fournir le service militaire lorsqu'on fait une levée générale, et enfin entretenir le satrape avec sa cour et les troupes qui occupent les principales villes et les forteresses des frontières de leur domaine. Les satrapes, véritables rois soumis seulement au grand roi, sont responsables de l'obéissance et de l'ordre dans leur satrapie. Pour protéger ou agrandir leur territoire, ou pour augmenter le tribut, ils font la guerre et concluent la paix, avec ou sans l'ordre de la cour. Ils confient eux-mêmes au besoin
certains districts de leur territoire à des indigènes ou à leurs favoris, qui alors perçoivent le tribut et gouvernent dans la région. Les troupes se tiennent à leur disposition, mais sous l'autorité de commandants que le roi envoie directement et qui souvent commandent à la fois dans plusieurs satrapies contiguës. La vigilance et l'habileté des troupes, la fidélité des satrapes, la surveillance continuelle que le grand roi exerce sur eux au moyen de ses envoyés, cette pyramide graduée de l'organisation monarchique est la forme qui embrasse et contient dans la suggestion les régions et les peuples. Les nobles et le peuple de la Perse participent à la souveraineté de leur roi par de riches dotations, par des dons gracieux sans cesse renouvelés, par des honneurs, par la solde élevée qu'ils reçoivent pour le service militaire. Tout cela est, d'un autre côté, la surveillance et le contrôle continuel, la discipline sévère, la justice arbitraire et souvent sanglante du roi, retiennent dans la crainte et le devoir ceux qui sont appelés à servir l'État. Malheur aux satrapes coupables seulement de négligence pour l'agriculture ou la prospérité de sa province, pour les soins à donner à l'irrigation, pour l'établissement de paradis. Malheur à celui dont la province se dépeuple ou dans le territoire duquel la culture du sol rétrograde, à celui qui opprime les sujets. La volonté du roi est que, dans toute leur conduite, ils soient les justes serviteurs de la pure doctrine. Tous doivent diriger leur regard sur le roi et ne voir que lui. Le roi, comme Ormuzd, dont il est l'image et l'instrument, gouverne le monde de la lumière et combat contre celui du pervers Argès, c'est-à-dire Ahriman. Aussi, avec son pouvoir illimité et son infaillibilité, il est au-dessus de tout et de tous. Tels sont les principaux traits de l'organisation de cette puissance qui fut le résultat du caractère particulier du peuple perse, de son antique et simple attachement au chef de la race et de l'orgueilleux instinct de légitimité qui régnait dans l'ancienne constitution nobiliaire. Cette grandiose organisation de puissance despotique reposait sur l'idée que la dignité et l'énergie personnelle du roi se renouvelaient dans chacun de ses successeurs, sur le fait que la cour et le harem, près de lui, et au loin les satrapes et les généraux, ne cessaient pas d'être dirigés et commandés par lui, et enfin que la race dominante restait elle-même fidèle à son austérité, à sa rudesse première, ainsi qu'à son dévouement aveugle au dieu roi. C'est sous Darius que la puissance des Perses atteignit le plus grand éclat dont elle était capable. Les peuples subjugués eux-mêmes bénissaient son gouvernement. Même dans les cités grecques, il se trouvait partout des hommes remarquables qui, pour obtenir la tyrannie, se soumettaient volontairement, eux et leurs concitoyens, au joug des Perses, ce qui n'était pas de nature à augmenter l'estime morale des nobles Perses pour les habiles Hellènes. Après Darius, après les défaites de Salamine et de Mycale, on commença à apercevoir des signes de stagnation et de décadence auxquels cet empire, incapable d'un développement intérieur, devait succomber dès qu'il cesserait de croître par ses victoires et ses conquêtes. Dès la fin du règne de Xerxès, le relâchement de la puissance despotique et l'influence de la cour et du harem étaient déjà sensibles. Les conquêtes sur les côtes de la Thrace, de l'Hellespont et du Bosphore, ainsi que les îles et les villes grecques sur la côte de l'Asie mineure, étaient perdues. Bientôt quelques-uns des peuples soumis cherchèrent à secouer le joug. Déjà le soulèvement de l'Égypte et la restauration de l'ancienne dynastie indigène trouvaient l'appui de la Grèce. D'un autre côté, à mesure que les satrapes des provinces extérieures étaient plus heureux dans leur guerre et qu'ils voyaient se détendre la volonté personnelle et l'énergie de leurs maîtres, ils furent d'autant plus hardis à rechercher leur propre intérêt et cherchèrent à se faire dans leur satrapie un pouvoir indépendant et héréditaire. Toutefois, la solide organisation de l'Empire était encore assez forte.
La vieille discipline et la fidélité de la noblesse et du peuple perse, encore assez vivaces, pour cicatriser les blessures que cette organisation recevait çà et là. Le danger devint plus grave lorsqu'à la mort de Darius II, 424-404, avant JC évidemment, depuis tout à l'heure les dates, Cyrus, son plus jeune fils, leva l'étendard de la révolte contre son aîné, Artaxercès II, qui déjà avait ceint la tiare. Artaxercès était né avant que son père ne fût parvenu au trône. Cyrus, qui au contraire était né quand son père était roi, se croyait dans son droit en réclamant la couronne, car c'était en vertu de cette même règle que Xerxès avait succédé à Darius. De plus, Cyrus, qui était le bien-aimé de sa mère, Parysatis, avait été envoyé par son père comme Caranos en Asie mineure et avait reçu en souveraineté, paraît-il, les satrapies de Cappadoce, de Phrygie et de Lydie. Tissaphernes et Pharnabase, qui jusque-là avaient gouverné les satrapies maritimes, s'étaient conduits en rivaux pendant la lutte acharnée d'Athènes contre Sparte et avaient favorisé tantôt l'un, tantôt l'autre des deux adversaires. Cyrus, adoptant une politique évidemment conforme aux intérêts de l'Empire, se déclara promptement et résolument pour Sparte. D'après le témoignage des Grecs eux-mêmes, ce jeune prince était plein d'esprit, d'énergie, de talent militaire, à la manière austère de son peuple. Il pouvait montrer aux Spartiates Lysandre le parc qu'il avait établi en grande partie de sa propre main, et comme celui-ci jetait un coup d'œil incrédule sur ses chaînes d'or et ses somptueux habits, Cyrus lui jura par Mitra que chaque jour il ne prenait de la nourriture qu'après avoir fait son devoir, soit au travail de la terre, soit dans l'exercice des armes. Il avait appris à connaître et à estimer l'art et la bravoure militaire des Hellènes. C'était surtout par son appui que Lysandre était devenu maître des Athéniens. De plus, la puissance navale, qui avait porté une si grave atteinte au royaume, était anéantie avec la chute d'Athènes. Enfin, Sparte avait expressément consenti à ce que les villes grecques de l'Asie mineure fissent retour à l'Empire. Tout cela était de nature à faire croire à Cyrus qu'il pouvait sans danger enrôler, comme noyau de l'armée avec laquelle il comptait prendre possession du trône qui lui était dû, 13 000 mercenaires grecs recrutés dans tous les États helléniques, auxquels viendraient encore s'adjoindre 700 hoplites que Sparte enverrait à Issus. Tissaphernes, satrape de Lyonie et ennemi personnel de Cyrus, avait envoyé un avertissement à Suse en temps opportun. Artaxercès se porta contre le rebelle avec le banc de l'Empire. Ce fut à l'entrée de la Babylonie, près de Cunaxa, qu'il le rencontrait pour lui livrer bataille. Après la victoire des Grecs à leur aile, Cyrus se précipita avec 600 cavaliers contre les 6 000 cavaliers qui environnaient Artaxercès, rompit leurs rangs, pénétra jusqu'au roi, le blessa, puis tomba lui-même sous les coups d'Artaxercès et de ses fidèles. La blessure du roi fut guérie par son médecin, le grec Ctésias. Le harem de Cyrus tomba aussi entre les mains d'Artaxercès. Parmi les prisonnières se trouvaient 2 Grecs que leurs parents avaient amenés au prince Assarde. L'une d'elles, une Milésienne, parvint heureusement à s'échapper dans le camp des Grecs. L'autre, la belle Milto de Phocée, qui avait reçu une brillante éducation, entra dans le harem du grand roi et y joua pendant longtemps, à ce que racontent les Grecs, un rôle important. La journée de Cunaxa affermit extérieurement la puissance du grand roi, mais ce qui témoignait d'une désorganisation profonde, c'est qu'immédiatement avant la bataille, beaucoup des nobles de l'armée royale étaient passés du côté des rebelles. Un symptôme plus inquiétant encore, c'est que cette petite troupe de Grecs eût pu, sur le champ de bataille, rompre et renverser les masses de l'armée royale et qu'ensuite, marchant en rang serré à travers le royaume, elle eût réussi à atteindre les côtes du pont. C'était donc bien peu de chose que l'organisation de l'Empire pour qu'une armée ennemie pût ainsi traverser impunément 3, 4 satrapies en narguant les forteresses de leurs frontières. Si le satrape de Cilicie, qui appartenait à la vieille race indigène des Synécis,
eût fait son devoir, ainsi que la flotte perse, qui était commandée par l'Égyptien Thamos, jamais le rebelle n'aurait pu franchir les défilés du Taurus. Avant tout, ce qui montrait qu'on devait traiter avec plus de circonspection et de rigueur que jamais les satrapies des provinces occidentales qui tout autour des côtes étaient pénétrées d'éléments helléniques, c'est que Cyrus, avec l'autorité excessive dont il était investi, avait pu y lever toute une armée de Grecs. La faute n'incombait pas au système des satrapies, mais bien au pouvoir central qui avait laissé les Caranoi et les satrapes s'habituer à diriger la politique par eux-mêmes, à gouverner comme des souverains territoriaux et à se faire, dans les tyrans des villes, les fermiers d'impôts et leurs favoris à gages, un parti personnel qui leur donnait assez de force pour qu'ils fussent insolents avec leurs supérieurs et oppressifs envers leurs inférieurs. Peut-être cependant n'est-ce pas seulement dans ces conjonctures que le nombre des satrapies de l'Asie mineure, borné à 4 dans le régime institué par Darius Ier, fut augmenté. La grande satrapie de Phrygie, qui s'étendait de la Propontide au Taurus et au mont d'Arménie, et qui comprenait presque tout le plateau inférieur, fut divisée en 3 satrapies, celle de la Phrygie d'Hellespont, de la Grande Phrygie et de Cappadoce. Toute la Carie et la côte méridionale jusqu'à la Cilicie furent retranchées de la satrapie d'Ionie. La Cilicie fut dorénavant laissée sans satrape et devint, paraît-il, un territoire immédiat de l'Empire. Déjà les Spartiates, sous la conduite d'Agésilas, s'étaient avancés dans les provinces extérieures pour tenter le sort des armes contre les Perses. Tissaphernes était retourné à son ancien poste, mais son manque d'énergie et de succès fournit à la reine-mère l'occasion de venger la mort de son fils préféré dans le sang de ce satrape qu'elle haïssait. Un successeur fut envoyé à Tissaphernes avec ordre de le mettre à mort. Ce qui était fort sérieux, c'est que dans le même temps l'Égypte était en armes. À Cunaxa, les Égyptiens avaient encore combattu dans l'armée du grand roi, mais on savait déjà dans l'armée grecque que l'Égypte avait fait défection. Ce Thamos, dont nous avons déjà parlé, s'enfuit avec la flotte vers l'Égypte. Sparte entra en rapport avec Memphis et en tira des subsides, avec promesse d'un secours ultérieur. Il n'était que trop facile aux cités phéniciennes et à Cypre, où le roi Évagoras introduisait avec zèle les mœurs de la Grèce, de suivre l'exemple de l'Égypte. La puissance maritime des Perses était en jeu tout entière. En même temps, l'armée de terre des Grecs serrait de près les satrapes de l'Asie mineure. Le danger que l'Empire avait couru au temps de Périclès se représentait plus formidable encore. Comment y faire face ? Hop, allez, il faut changer de pause et prendre un petit peu de sucette. Le véritable moyen fut indiqué par l'Athénien Conone, qui avait trouvé asile à la cour d'Évagoras après la dernière défaite de la puissance athénienne. D'après son conseil, le satrape de la Phrygie d'Hellespont reçut ordre de réunir une flotte et de rendre possible, au moyen de leurs Perses, une guerre de tous les États helléniques contre Sparte. La victoire de Conone à Cnide, la levée de boucliers de Thèbes, de Corinthe, d'Athènes, l'expédition navale que Pharnabase avait poussée jusque sur la côte laconienne et l'apparition de ce satrape au milieu du conseil fédéral à Corinthe forcèrent Argélisas à retourner précipitamment dans sa patrie. Sparte, bientôt vigoureusement assaillie, rechercha la faveur et l'alliance du grand roi. Elle envoya Antalcidas pour conclure cette paix par laquelle Sparte abandonnait à l'Empire les villes grecques d'Asie et Cypre par-dessus le marché. La Perse tenait la Grèce non plus par ses armes, mais par sa diplomatie. La cour de Suse, en favorisant tantôt les Spartiates, tantôt les Athéniens, tantôt les Thébains, tenait en haleine les États de la Grèce encore capables de lutter. Elle les laissait se déchirer entre eux. Malheureusement, pour le grand roi,
Les pays qui se révoltaient contre lui, tels que Chypre, l'Égypte, les côtes de Syrie, trouvaient dans ces luttes qui désolaient la Grèce l'occasion d'en tirer des secours, et déjà les satrapes de l'Asie mineure ne se laissaient plus diriger seulement par la cour dans leur rapport avec cette confusion qui régnait en Grèce. La main du trop débonnaire Artaxerxès n'était pas assez ferme pour serrer le frein. Après une guerre de 10 ans contre le roi de Chypre, tout ce qu'il put obtenir fut que cette île paierait tribut comme avant. Déjà, il n'était plus maître de l'Égypte, malgré l'armée de mercenaires helléniques qu'il y avait envoyée et malgré Iphicrate qui la commandait. Ce fut en vain qu'il déploya toute la vigueur possible contre les Cadusiens qui s'étaient soulevés dans les montagnes voisines de la mer Caspienne. Il ne put les soumettre. Les montagnards cantonnés entre Suse, Ecbatane et Persépolis s'étaient affranchis de sa domination. Lorsque le grand roi avec sa cour traversa leur territoire, ils exigèrent et obtinrent un tribut pour le passage. Déjà quelques satrapes de l'Asie mineure se révoltaient. Ariobarzane dans la Phrygie d'Hellespont, Autophradate et en Lydie, Mosole, Oronte, et ce fut seulement la trahison d'Oronte que ces satrapes avaient choisi pour leur chef qui conserva la péninsule au grand roi. Hop. Non mais vive la fibre, hein. Je peux faire une vidéo tout en continuant à lire. Je lis et je publie des vidéos pendant que je lis. Alors. L'histoire, écrite à la vérité par des Grecs, nous fait encore un tableau plus triste de la faiblesse du vieil Artaxerxès dans le domaine de sa cour, où il joue le rôle d'une balle entre les mains de sa mère, de son harem, de ses eunuques. Devenu nonagénaire, il désigna pour son successeur son fils Darius et lui donna le droit de porter dès lors la tiare. Mais celui-ci forma une conspiration contre la vie de son père. Quel connard! Quel counard! Oh, mais je fais du yoga pendant que je lis en fait. Vous n'êtes pas au courant? À cause d'une faveur qu'il lui avait refusée, et Artaxerxès, en ayant eu connaissance, ordonna que Darius fût puni de mort. Le plus voisin du trône fut alors Ariaspe, et après lui Arsam. Mais un troisième fils d'Artaxerxès, Ochos, poussa, dit-on, le premier au suicide par de faux bruits qu'il répandait, dit d'une disgrâce de son père, Kuna, puis se débarrassa du second en soudoyant des assassins. Aussitôt après, Artaxerxès mourut et Ochos lui succéda. La tradition nous représente Ochos comme un véritable despote asiatique, sanguinaire et rusé, énergique et voluptueux, et d'autant plus terrible que ses décisions étaient prises avec sang-froid et calcul. Un caractère comme le sien pouvait encore une fois rassembler les lambeaux épars de l'empire ébranlé jusque dans ses fondements et lui donner une apparence de force et de jeunesse. Il pouvait contraindre à la soumission les peuples rebelles et les satrapes insolents en les habituant à être les spectateurs silencieux de ses caprices, de ses instincts sanguinaires, de ses voluptés insensées. Il commença par mettre à mort ses plus jeunes frères et leurs partisans, et la cour de Perse, remplie d'admiration, lui donna le nom de son père, qui n'avait eu d'autre vertu que la douceur. La manière dont avait eu lieu la succession au trône, et peut-être même les sanglants événements qui l'avaient précédé, furent la cause ou le prétexte de nouveaux soulèvements dans les satrapies d'Asie mineure et d'un redoublement d'audace en Égypte. Oronte, qui gouvernait l'Ionie, et Artabase, qui gouvernait la Phrygie d'Hellespont, se révoltèrent. Des inscriptions attiques attestent l'alliance d'Oronte avec Athènes. Artabase avait attiré près de lui deux Rhodiens, Mentor et Memnon, qui étaient frères et tous deux hommes de guerre habiles. Il avait épousé leur sœur,
et les avait mis à la tête de ses mercenaires grecs. Les stratèges athéniens, Charès, Charidème, Phocion, lui prêtèrent leur concours. D'autres satrapes restèrent du côté du roi, notamment celui de Carie, Mosole, issu de l'ancienne famille des dynasties du pays. Sa première opération fut de détacher Rhodes, Cos et Chios de la Ligue attique, 357. Les Athéniens n'en furent que plus zélés à seconder les satrapes révoltés. L'armée que le roi envoya contre eux fut battue avec le concours de Charès, et les Athéniens en ressentirent une joie aussi grande que s'il fût agi d'une seconde victoire de Marathon. Mais une ambassade perse parut à Athènes pour porter plainte contre Charès et menacer d'envoyer aux ennemis des Athéniens un secours de 300 trirèmes. On se hâta alors d'apaiser la colère du roi et de conclure la paix avec les alliés révoltés. 355. Artabase, privé du secours des Athéniens, n'en poursuivit pas moins sa lutte. Son beau-frère Memnon entreprit une expédition contre le tyran du Bosphore cimérien qui était en guerre avec Héraclée, la ville plus importante de la côte de Bithynie, sur le pont. Artabase lui-même avait réussi à tirer du secours des Thébains qui lui envoyèrent leur général Paménès avec 5000 mercenaires. Avec ce secours, il définit en 2 batailles les troupes du roi. Mais Artabase, ayant cru s'apercevoir de pourparlers entre le général thébain et l'ennemi, fit jeter Paménès dans les fers. Le grand roi avait envoyé à Thèbes des sommes considérables. Et il est possible que le général eût reçu de sa patrie des instructions secrètes pour agir ainsi. À partir de ce moment, la fortune d'Artabase déclina rapidement. Il dut fuir vers 351 et trouva asile, ainsi que Memnon, à la cour de Macédoine. Ah, Mentor s'en alla en Égypte. Memnon comme Agamemnon, quoi. Depuis longtemps, l'Égypte était le véritable foyer de la lutte contre l'Empire perse. Déjà sous le règne d'Artaxerxès II, Tachos, fils de Nectanébo, je suis en train de digérer, c'est pour ça, avait préparé dans ce pays une grande entreprise. Avec une armée de 80 000 Égyptiens et de 10 000 mercenaires grecs, auxquels Sparte en adjoignit 1000 autres sous la conduite d'Agésilas, avec une flotte de 200 vaisseaux placés sous les ordres de l'Athénien Chabrias, Tachos espérait même conquérir la province de Syrie. Mais il s'était tellement aliéné le roi Agésilas par ses méfiances et ses dédains, et le peuple de l'Égypte par ses extorsions, que tandis qu'il était en Syrie, Nectanébo II, fils de son oncle, se fit proclamer pharaon, et, comme Agésilas se rangea avec ses troupes du côté du nouveau roi, il ne resta à Tachos d'autre parti à prendre que de s'enfuir à Suse et d'implorer la clémence du grand roi. Contre Nectanébo s'éleva bientôt à Mendès un autre prétendant qui vit accourir des adhérents en masse. La chose alla si loin que le pharaon, avec ses Grecs, fut cerné et entouré de fossés et de retranchements qui les resserrèrent de plus en plus, jusqu'à ce que le vieil Agésilas, se précipitant à la tête de ses Grecs contre 100 000 hommes du prétendant, dispersa toute cette bande et la mit en fuite. Ce fut le dernier exploit du vieux roi spartiate. Il mourut au moment où il se disposait à rentrer dans sa patrie. 358. Les documents insuffisants que nous avons sur cette époque, le livre il a été écrit au 19e, je pense que depuis on a d'autres éléments, nous apprennent seulement qu'Artaxerxès II avait encore eu le temps d'envoyer son fils Ochos contre les Égyptiens, que l'entreprise échoua et que Ochos, dès qu'il fut monté sur le trône, combattit les Cadousiens et les vainquit. Oh, moi quand on parle d'Égypte, j'ai envie de boire de l'or. C'est ce que je vais faire.
C'est bon. Il n'y a pas que de l'or, hein. Il y a de l'or, de l'argent et du cuivre. C'est pas super? Non, c'est superbe. Alors, les documents. Oui, oui. Non, peu d'années après, vers 354, Athènes était en proie à la plus vive inquiétude au sujet des préparatifs que faisait le roi Ochos. Depuis Xerxès, on n'en avait point vu de pareil. On disait qu'il voulait d'abord réduire l'Égypte et ensuite se précipiter sur la Grèce. C'était ainsi, disait-on, que Darius avait d'abord soumis l'Égypte, puis s'était tourné contre la Grèce. Xerxès également n'avait entrepris son expédition contre les Hellènes qu'après avoir dompté les Égyptiens. Ochos eût été déjà en route qu'on n'eût pas parlé autrement à Athènes. On racontait comment sa flotte était toute prête à transporter ses troupes. 1200 chameaux devaient porter le trésor à sa suite. Son or devait lui servir à lever en foule les mercenaires helléniques qui la joindraient à son armée d'Asie. On ajoutait qu'Athènes, qui n'avait oublié ni Marathon ni Salamine, devait commencer la guerre contre lui. En réalité, l'armée royale ne se réunissait pas aussi promptement. Avant qu'elle fût rassemblée, les Phéniciens, se joignant à la révolte qui durait encore en Asie mineure, s'étaient soulevés. Les Sidoniens, sous leur prince Ténès, entraînèrent à la diète de Tripolis les autres villes dans leur défection. On s'allia à Nectanebo, on détruisit les châteaux et les paradis royaux, on brûla les magasins, on massacra les Perses qui se trouvaient dans les villes. Toutes les cités, et en particulier la riche et industrieuse Sidon, armèrent avec la plus grande activité, enrôlèrent des mercenaires et mirent leurs vaisseaux en état. Le grand roi, dont l'armée se réunissait à Babylone, ordonna à Bélésis, satrape de Syrie, à Mazaéos, gouverneur de Cilicie, d'attaquer Sidon. Mais Ténès, soutenu par 4000 mercenaires grecs envoyés par Nactanebo et conduits par Mentor, opposa une heureuse résistance. En même temps, les 9 villes de Cypre se liguèrent avec les Égyptiens et les Phéniciens pour être, comme eux, indépendantes sous le gouvernement de leurs 9 princes. Elles équipèrent aussi leurs vaisseaux et enrôlèrent des mercenaires grecs. Nectanebo lui-même était parfaitement préparé. Il avait à la tête de ses mercenaires l'Athénien Diophantos et le Spartiate Lamios. Ochos dut se retirer, avec honte et déshonneur, comme dit un orateur athénien du temps. Il prépara une troisième expédition et somma les États helléniques de le soutenir. On en était alors arrivé à la dernière phase de la guerre sacrée. Thèbes, du moins, lui envoya 1000 mercenaires conduits par Lacratès, et Argos 3000 sous le commandement de Nicostratos. Dans les villes grecques de l'Asie, on leva 6000 hommes qui furent placés sous les ordres de Bagoas. Le grand roi ordonna au satrape Hydrios de Carie d'attaquer Cypre, et lui-même se tourna contre les villes phéniciennes. Devant des forces aussi supérieures, les révoltés perdirent courage. Seuls les Sidoniens se déterminèrent à pousser la résistance jusqu'au bout. Ils brûlèrent leurs vaisseaux pour se rendre la fuite impossible. Mais le roi Ténès, d'après les conseils de Mentor, avait déjà commencé des négociations. Tous deux trahirent la ville. Quand les Sidoniens virent la citadelle et les portes aux mains de l'ennemi, comprenant alors que tout salut était impossible, ils incendièrent la cité et cherchèrent la mort dans les flammes. 40 000 hommes, dit-on, périrent ainsi. Les rois de Cypre perdirent aussi courage et se soumirent. Sidon tombé, la route de l'Égypte était libre. L'armée du grand roi s'avança vers le sud le long de la côte, et après avoir éprouvé des pertes considérables dans le désert qui sépare l'Asie de l'Égypte, elle arriva à la frontière sous les murs de la forteresse de Pélusion, que défendaient 5000 Grecs commandés par Philophron. Les Thébains que conduisait Lacratès, jaloux de confirmer leur renommée guerrière, commencèrent aussitôt l'attaque. Ils furent repoussés et l'arrivée de la nuit les sauva
seul d'un plus grand désastre. Nectanébo devait espérer pouvoir soutenir la lutte. Il avait 20 000 Grecs, autant de Libyens, 60 000 Égyptiens et un grand nombre de bateaux du Nil pour barrer sur tous les points la traversée du fleuve à l'ennemi, lors même qu'il aurait pu s'emparer des fortifications qui défendaient toute la rive droite. Le grand roi divisa ses forces. Lui-même remonta le Nil, menaçant Memphis. Les mercenaires béotiens et l'infanterie perse, sous les ordres de Lacratès et de Rosacès, satrape de Lydie, devaient investir Pélusium. Les mercenaires d'Argos, commandés par Nicostratos et 1000 Perses d'élite conduits par Aristazane, furent envoyés avec 80 trirèmes pour tenter un abordage sur les derrières de Pélusion. Enfin, un 4e corps, comprenant les mercenaires de Mentor et les 6000 Grecs de Bagoas, se porta au sud de Pélusion pour couper les communications entre cette place et Memphis. Le hardi Nicostratos réussit à aborder sur les derrières des lignes ennemies et battit les Égyptiens qui s'y trouvaient ainsi que les mercenaires grecs qui, sous la conduite de Clinias de Kos, accouraient pour les soutenir. Nectanébo se hâta de concentrer alors ses troupes en arrière sur Memphis. Après une vaillante résistance, Philophrone rendit Pélusion à condition de pouvoir se retirer librement. Mentor et Bagoas se tournèrent contre Bubastis. La sommation faite aux habitants de se soumettre, la menace de leur infliger, en cas de résistance inutile, le même châtiment qu'à Sidon, firent éclater la discorde entre les Grecs, qui étaient prêts à risquer leur vie, et les lâches Égyptiens. Les Grecs continuèrent à combattre. La prise de la ville, qui eut lieu enfin, aurait coûté la vie à Bagoas, le favori du roi, si Mentor ne se fût hâté de le sauver. Cette prise fut suivie de l'occupation de toutes les autres places de la Basse-Égypte. En présence des forces supérieures qui s'avançaient, Nectanébo ne se crut plus en sûreté dans sa capitale. Il s'enfuit en Éthiopie avec ses trésors en remontant le Nil. Ah, c'est presque fini. Mais c'est l'heure qu'il faut remettre du rouge à lèvres. Parce que sinon, gna gna gna. Bah parce que ça glisse pas. Attention, moi je mets pas du rouge à lèvres de merde. Hein. Je mets du rouge à lèvres avec du sang de baleine dedans. Non, je rigole. Alors. Ah non, hein, je suis en pleine lecture là, faut pas m'interrompre. C'est ainsi j'ai bientôt fini. C'est ainsi qu'Artaxerxès III soumit l'Égypte, vers 344. Il fit sentir tout le poids de sa colère à cette contrée qui pendant 60 ans avait été séparée de l'Empire. Le temps de Cambyse se renouvelèrent. Les exécutions y eurent lieu en masse. Non, pas en masse, n'importe quoi. On y commit les plus affreuses dévastations. Le grand roi transperça de sa propre main le bœuf sacré Apis. Il ordonna d'enlever des temples leurs ornements, l'or et jusqu'aux livres sacrés. Le peuple lui donna depuis lors le surnom de Poignard. Puis, après avoir établi Férandas comme satrape et renvoyé dans leur patrie les mercenaires grecs chargés de riches présents, le roi, couvert de gloire, s'en retourna à Suse avec un immense butin. 10 ans auparavant, dès les premiers préparatifs d'Artaxerxès III, les orateurs d'Athènes avaient peint la gravité du péril que courait l'Hellade lorsque l'Égypte aurait fait retour à la Perse. Maintenant, on n'avait souci à Athènes que de la puissance croissante du roi de Macédoine qui déjà étendait la main vers Périnthe et Byzance. Réellement, Philippe pouvait bien penser qu'il devait se hâter s'il voulait prévenir l'invasion en Europe de la puissance des Perses, qui trouvaient de mercenaires grecs et d'alliés grecs ce qu'elle en voulait payer.
C'est sur son territoire que le flot des barbares eut commencé à se répandre. L'empire des Perses était maintenant aussi puissant que dans ses meilleurs jours. Il avait appris à faire la guerre avec des généraux grecs et des mercenaires grecs, et cette circonstance semblait devoir lui assurer une nouvelle prépondérance tant que le monde grec resterait tel qu'il était, plein de forces vagabondes, morcelé en une quantité infinie de localités autonomes, avec une domination de partis toujours changeante dans chaque ville. Le grand roi avait recouvré tout le royaume de ses pères, à l'exception des territoires au-delà de l'Hellespont, jadis incorporés par Darius Xerxès à l'Empire, c'est-à-dire la Thrace, la Macédoine et la Thessalie. Dans son chiliarque, Bagoas et dans le rhodien Mentor, il avait deux excellents instruments pour continuer ses opérations. Liés ensemble par la foi jurée, ils servaient le maître et le dirigeaient. Bagoas était tout-puissant à la cour et dans les satrapies supérieures, et Mentor, qui connaissait à merveille la côte de l'Asie mineure, avait été placé à la tête des forces militaires de la région, probablement en qualité de Caranos, comme autrefois Cyrus. À l'instigation de Mentor, le grand roi fit grâce à Artabaz, à Memnon et à leur famille, qui avaient trouvé asile à la cour de Macédoine. Ils rentrèrent en Perse. On rapporte un trait qui se passa dans ce temps et qui ouvre des aperçus instructifs. Un Bithynien du nom de Boulos, changeur de son métier, avait acquis, probablement en affermant le tribut, la ville d'Atarnée, la forteresse d'Assos et la riche côte qui s'étend en face de Lesbos. Il les avait léguées par héritage à son fidèle Hermias, qui était un esclave 3 fois échappé, comme on disait dans la maligne Athènes, où Hermias était connu comme un disciple de Platon et un ami d'Aristote. Ce dernier même, sur l'invitation d'Hermias, avait consenti à venir se fixer pendant un certain temps, 348-347, à Atarnée, après la mort de Platon. Mentor se tourna contre ce riche tyran et, sous le prétexte de lui faciliter les moyens de rentrer en grâce près du grand roi, il l'attira à une conférence. Là, il le fit arrêter et l'envoya à Suse où il fut crucifié, tandis que Mentor s'emparait de ses trésors et de son territoire. Seule la nièce d'Hermias, qui était en même temps sa fille adoptive, parvint à se sauver et s'enfuit près d'Aristote. Le philosophe prit pour femme cette jeune fille, maintenant pauvre, mais modeste et courageuse. C'était le temps où Philippe s'avançait contre la Thrace et où Byzance et Périnthe paraissaient menacées. Encore un disciple de Platon qui devient tyran. Démosthène recommanda alors aux Athéniens d'envoyer des ambassadeurs au grand roi pour lui faire connaître quel était le but des préparatifs macédoniens. Un des plus puissants amis de Philippe, qui était initié à tous ses plans, était déjà pris, disait-on, et entre les mains du roi. Arcitès, satrape de la Phrygie d'Hellespont, envoya aux Périnthiens de l'argent, des provisions, des armes et des mercenaires, sous la conduite de l'Athénien Apollodoros. Mais à la demande des ambassadeurs athéniens qui réclamaient des subsides de la Perse, le grand roi répondit par une lettre fort orgueilleuse et barbare, qu'il méprisait les Athéniens ou même qu'il médita leur perte. Les événements n'en allèrent pas moins vite en Grèce et ils s'accomplirent au moment où une prompte mort vint enlever le grand roi. Depuis le glorieux retour d'Égypte, le roi, rentré dans sa capitale, gouvernait avec un arbitraire et une cruauté effrénée. Il me semble qu'on est toujours à Auchos. Tous le craignaient et le haïssaient. Celui auquel il avait donné sa confiance en abusait. Son confident, Bagoas, était un Égyptien. Bien qu'il l'eût aidé à la ruine de sa patrie, il était cependant dévoué aux croyances et aux superstitions de sa race, et n'avait pas oublié le pillage des sanctuaires de son pays, ni le meurtre de l'apis sacré.
À mesure que croissait l'animosité contre le grand roi dans l'Empire et à la cour, les plans de son astucieux favori devenaient plus hardis. L'eunuque gagna le médecin du roi, et un breuvage empoisonné mit fin à la vie de ce roi détesté. L'Empire était aux mains de l'eunuque. Pour affermir d'autant plus sa position, celui-ci fit sacrer le plus jeune fils du roi, Arcès, et massacrer ses frères, dont un seul, Bistanès, parvint à se sauver. Ceci se passait à peu près au moment de la bataille de Chéronée. Bientôt Arcès sentit l'insolent orgueil de l'eunuque. Il ne lui pardonnait pas le meurtre de son père et de ses frères. Bagoas se hâta de le prévenir et le fit assassiner avec ses enfants, après un règne de 2 ans. Attends, j'ai dit un truc que j'ai pas compris. Pour la seconde fois, la tiare était dans ses mains, mais la maison royale était épuisée. Ochos avait massacré les fils d'Artaxerxès II et Bagoas les fils et le petit-fils d'Ochos, à l'exception de ce bis Tanès qui avait cherché son salut dans la fuite. Il restait pourtant encore un fils de ce Darius auquel son père Artaxerxès II avait donné la tiare et refusé une faveur. Il se nommait Arboupalos, mais les yeux des Perses se tournèrent vers Codomanos, qui appartenait à une ligne collatérale de la famille des Achéménides. C'était le fils d'Arsam, fils du frère d'Artaxerxès II et de Sisygambis, fille de ce même Artaxerxès. Dans la guerre que fit Ochos aux Cadusiens, il avait accepté le défi du géant qui leur servait de général, ce que personne autre n'avait osé faire, et l'avait vaincu. Les Perses lui avaient alors décerné le prix de la valeur. Tous, jeunes et vieux, avaient célébré son nom, et le roi Ochos, après l'avoir comblé de présents et de louanges, lui avait donné la satrapie d'Arménie. Soit que Bagoas eût cédé à l'opinion publique, ou qu'il se fût bercé de l'espoir que Codomanos, ayant reçu la tiare de ses mains, lui resterait dévoué, il reconnut bientôt combien il s'était trompé. Le roi, qui prit le nom de Darius, haïssait le meurtrier et méprisait ses conseils. Bagoas résolut de se débarrasser de lui et mêla du poison dans sa coupe. Darius, averti, fit appeler l'eunuque et lui donna l'ordre de boire cette coupe, comme si c'eût été une marque de sa faveur. C'est ainsi que Bagoas trouva, mais bien tard, son châtiment. Les reines du royaume, on se croirait dans Game of Thrones, les reines du royaume étaient entre les mains d'un roi tel que les Perses n'en avaient pas eu depuis longtemps. Beau et grave, tel que l'Asiatique se représente volontiers son souverain, gracieux pour tous et honoré de tous, doué de toutes les vertus de ses grands aïeux, exempt des vices hideux qui avaient dégradé la vie d'Ochos et mené l'empire à sa perte, Darius paraissait être destiné à guérir de ses blessures cet empire auquel il était arrivé sans avoir eu besoin ni de crimes ni de sang. Aucune révolte ne vint troubler le commencement de son règne. L'Égypte était de nouveau soumise à l'Empire. Les Bactriens et les Syriens obéissaient fidèlement au roi. Depuis les côtes ioniennes jusqu'à l'Indus, l'Asie, unie sous le noble Darius, semblait en sécurité comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. Et pourtant ce roi devait être le dernier des descendants de Cyrus qui régnerait sur l'Asie, comme s'il fallait une tête innocente pour expier ce qui ne pouvait plus se guérir. Dixit Louis XVI. Déjà s'amoncelait à l'horizon la tempête qui devait anéantir la Perse. Déjà les satrapes des côtes avaient envoyé des messages portant que le roi de Macédoine avait fait la paix et conclu alliance avec les États de la Grèce et qu'il préparait son armée pour se jeter, au printemps prochain, sur les provinces de l'Asie mineure.
Darius désirait éviter à tout prix cette guerre. Il semblait pressentir que son colossal empire, déchiré intérieurement et languissant, n'avait besoin que d'une secousse extérieure pour se disloquer. Dans cette indécision, il laissa passer le dernier délai qu'il eut pour prévenir cette attaque redoutée. Au moment même où Darius montait sur le trône, le roi Philippe faisait traverser l'Hellespont à ses premières troupes, sous la conduite de Parménion et d'Attale, avec ordre de s'établir fortement dans les villes grecques des satrapies voisines. Déjà les membres de la Ligue hellénique avaient reçu avis d'envoyer leur contingent en Macédoine et de réunir leur trirème à la flotte macédonienne. Philippe comptait se mettre lui-même en marche bientôt, après, pour commencer, à la tête des forces gréco-macédoniennes, l'œuvre à laquelle il avait jusque-là travaillé. Et bien c'est la fin du premier chapitre. Ouf alors. Hein. Donc le prochain chapitre est le deuxième. Et il dure moins longtemps que le premier. Hein. Je préviens. Donc c'est la Macédoine, le pays, la race, la dynastie, cool. Politique intérieure du roi Philippe II, la noblesse, la cour, Olympias, sa meuf, non, Olympias c'est la mère d'Alexandre, jeunesse d'Alexandre, dissension dans la famille royale, Attale, meurtre de Philippe II. Et voilà qui est formidable. Ça c'est le prochain chapitre. Tralala.